Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation qui va nous donner l'occasion d'aborder les enjeux techniques et scientifiques autour de l'analyse des cyanotoxines. Donc c'est une présentation pour l'ANSES qu'on fera à deux voix avec mon collègue Ronald Biret du laboratoire de sécurité des aliments et puis moi-même pour la partie laboratoire d'hydrologie. Je commencerai cet exposé par un bref rappel sur la famille des cyanotoxines insérées dans le domaine des eaux douces, que l'on peut catégoriser en fonction de leurs effets notamment. Donc tout d'abord les neurotoxines avec les anatoxines qui vont être d'intérêt particulier aujourd'hui considérant les cyanobactéries benthiques. Donc anatoxines qui présentent une vingtaine de variants. Une vingtaine de variants, c'est-à-dire des variations structurales mineures que l'on va retrouver sur certaines fonctions. Et dans cette famille, on va trouver également les saxitoxines avec environ 26 variants. On a également les cytohépatotoxines avec la famille des cylindrospermopsines avec 2 variants. Et puis du côté des toxines reprotoxiques et hépatotoxines, la grande famille des microcystines où on dénombre aujourd'hui près de 280 variants. Et puis également les nodularines. Alors si on fait une brève rétrospective par rapport au contrôle réglementaire et notamment dans les eaux de baignade, on a ici un graphique qui illustre l'évolution du nombre d'analyses réglementaires dans les eaux de façon générale, donc c'est la courbe en vert, et dans les eaux de baignade, c'est la courbe en orange. Alors ce que l'on peut voir depuis une vingtaine d'années, c'est que le nombre de déterminations augmente significativement au cours du temps et que cette évolution elle est très fortement rythmée par un cadre réglementaire ou un cadre d'instruction avec notamment pour les eaux de baignade l'instruction de 2014 et puis l'instruction plus récente de 2021 qui a entraîné une augmentation du nombre d'analyses. Concernant spécifiquement les anatoxines A, une détermination qui démarre clairement à partir des années 2021, 2022, 2023, donc en lien fort avec cette instruction baignade, et puis un nombre de quantifications d'anatoxines, de résultats positifs, logiquement qui a été multiplié par 14 au cours des 3 dernières années, mais en lien avec cette recherche plus forte. Et maintenant, si on regarde un peu les résultats bancarisés de façon un peu plus précise, 60 000 résultats environ dans CISO, un peu plus de la moitié en eau de baignade. Et alors, qu'est-ce que l'on a recherché principalement en eau de baignade? C'est avant tout des microcystines, 25 000 résultats, et puis des anatoxines à hauteur de 2500 résultats environ. En termes de résultats positifs, on a les résultats les plus quantifiés vont concerner les microcystines avec 12% des échantillons positifs et puis les anatoxines avec environ 16% de résultats positifs, des teneurs qui varient entre 0,01 et 79 microgrammes par litre. Et puis Christophe disait tout à l'heure que finalement les benthiques étaient le parent pauvre et si on regarde les données bancarisées dans CISO, alors ça c'était début 2024, on ne peut que confirmer avec seulement 58 résultats bancarisés sur matrice biofilm, mais plus de la moitié de ces résultats qui étaient positifs, supérieurs à la limite de quantification. Aujourd'hui, pour le contrôle réglementaire, donc pas encore d'exigence de performance, mais une révision en cours qui devrait nous emmener vers des exigences de performance qui sont décrites ici avec des limites de quantification de l'ordre de 0,1 microgramme par litre et puis des incertitudes de mesure maximale de l'ordre de 50%. Du côté de ces contrôles réglementaires, donc nécessité de recourir à un laboratoire agréé pour ces analyses de cyanotoxines. Alors aujourd'hui, le réseau de laboratoires disposant d'un agrément contrôle haute consommation ou de loisirs, c'est 125 laboratoires. La moitié d'entre eux environ disposent d'un agrément pour les eaux de baignade et parmi ceux-là, on en a une dizaine qui disposent d'un agrément pour les cyanotoxines, dont 3 laboratoires qui sont agréés par une méthode ELISA. Vous avez ici la liste des
principales cyanotoxines qui font l'objet d'un agrément avec le nombre de laboratoires, les limites de quantification médiane de ces laboratoires et les incertitudes de mesure. Donc ce que l'on peut observer globalement, c'est que ce qui est le plus représenté, mais c'est aussi un contexte historique, ça va être un certain nombre de variants des microcystines. On a aujourd'hui 3 laboratoires agréés pour les anatoxines avec des performances qui sont cohérentes avec ce qui va être attendu pour les agréments. Et du côté des accréditations, qui est un prérequis pour obtenir l'agrément, donc on a un peu plus de laboratoires, mais on reste sur des effectifs assez faibles, mais des choses qui sont quand même évolutives puisqu'on a une augmentation de cette compétence au cours du temps. Quelques mots sur la partie échantillonnage et prélèvement. On en a déjà un peu parlé, je ne vais pas m'appesantir. Donc, on trouve des éléments de réponse au niveau du référentiel de contrôle sanitaire notamment. Et ce qui est important de retenir, c'est que pour les cyanotoxines, il est très important de travailler à partir du même échantillon que pour les cyanobactéries pour relier tout simplement ces 2 mesures. Et puis, ce qui est attendu, donc, c'est un échantillon composite à partir de 3 échantillons de biofilm et le cas échéant sur des substrats différents. 2 mots sur les précautions peut-être à prendre en compte au niveau de l'échantillonnage avant de passer la parole à mon collègue. Donc 2 points très importants par rapport à cet échantillonnage. Alors même si ça ne nous concerne pas trop aujourd'hui, quand on va s'intéresser aux ressources en eau et puis aux eaux de consommation, il va être très important d'utiliser un agent de stabilisation adapté pour neutraliser le chlore et puis vérifier la gamme de pH dans laquelle on se trouve. Et puis concernant les cyanotoxines et notamment la toxine A, gardez bien en tête le caractère photosensible de ces cyanotoxines. Donc ça veut dire obligatoirement des flacons de prélèvement opaques, ambrés par exemple, et puis également une forte affinité de ces anatoxines pour le plastique qui pourrait entraîner des résultats faux négatifs. Et je cède la parole à Ronel pour la partie un peu plus analytique. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter les aspects un petit peu plus analytiques et on va commencer par ce qui touche à la préparation de l'échantillon. Donc là, dans le cadre qui nous intéresse, on peut avoir en termes de matrice analysée de l'eau, de la biomasse ou un biofilm. Pour ce qui est de l'eau au brut, eh bien, on va commencer par une étape de filtration, ce qui permet donc d'avoir l'eau toute seule et d'un autre côté ce que j'ai qualifié de biomasse, donc les cellules de cyanobactéries qui seront à extraire. Concernant l'eau filtrée, eh bien, en termes d'analyse, elle peut se faire soit de manière directe, soit après passage sur cartouche pour une extraction en phase solide, cartouche SPE. Donc toutes ces variations sont fonction de la méthode utilisée et je reviendrai un petit peu plus tard sur le contexte normatif qui régit un petit peu le choix de ces méthodes-là. Pour ce qui est de la biomasse, là on est en présence de toxines incluses dans les cellules de cyanobactéries et donc la problématique va être de devoir extraire les toxines de ces cellules pour pouvoir les analyser. Donc pour ça, il y a différentes approches possibles, l'utilisation de solvants seuls ou alors de mélanges de solvants et puis pour certaines toxines, comme les toxines hydrophiles notamment, il y aura utilisation d'une solution acide pour pouvoir extraire ces toxines. On peut également avoir recours à des cycles de congélation, décongélation, l'idée étant d'altérer la structure des cellules de cyanobactéries et permettre la lyse et donc la sortie de la toxine. Des étapes de sonication sont également ou peuvent être utilisées. La lyophilisation a également été rapportée. Et puis on a disponible commercialement des kits qui permettent d'avoir justement cette action chimique ou mécanique sur l'intégrité cellulaire. Et on en cite un, QuickLyse, qui
qui se focalise sur justement les microcystines et permet donc la prise en compte des formes totales de microcystines. Pour ce qui est des biofilms, aspect qui nous concerne un petit peu plus directement aujourd'hui, là on est un petit peu sur la même problématique que pour la biomasse, puisqu'on a un film duquel il va falloir extraire les toxines, et pour ça, ça veut dire là aussi toucher à l'intégrité cellulaire. Donc cette rupture d'intégrité peut être mécanique. Tout à l'heure, il y a eu mention de l'utilisation d'homogénéisateurs à billes, alors pour les aspects biomoles, mais qui peuvent également être utilisés, approches qui peuvent également être utilisées pour l'extraction des toxines, enfin la rupture de la cellule pour permettre la sortie de la toxine, approche par sonication aussi, et puis après des étapes de centrifugation, on va pouvoir récupérer les extraits clarifiés et les analyser. Pour ce qui est de l'analyse, on a mentionné tout à l'heure les deux approches principales qui sont l'ELISA et la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Alors il y en a bien d'autres. On peut avoir recours à des tests cellulaires ou des tests un petit peu plus spécifiques qui vont jouer sur le mode d'action des toxines. Mais globalement, pour pouvoir être en capacité de disposer de méthodes utilisables dans un contexte sanitaire, le choix va se focaliser sur l'une ou l'autre de ces techniques, donc l'ELISA ou la LCMS-MS. Alors en termes de principe, pour ce qui est de l'ELISA, on est là sur une reconnaissance antigène-anticorps, donc il y a une reconnaissance structurale, alors que pour la spectrométrie de masse, eh bien, il s'agit d'une méthode physico-chimique qui va permettre dans un premier temps la séparation des molécules que l'on souhaite analyser, donc molécules présentes dans un mélange, et puis ensuite de les identifier, de les quantifier au travers de l'aspect détection dans le spectromètre de masse. Un paramètre important au niveau analytique, c'est la spécificité d'une technique. Alors la spécificité, c'est la capacité d'une technique à reconnaître l'analyte en question et non pas quelque chose d'autre. Et dans le cas de l'ELISA, cette spécificité est assurée par la reconnaissance antigénique. Elle est relativement bonne, mais elle est drivée par un critère que l'on qualifie sous le terme de réaction croisée, puisque globalement ce qui se passe, c'est que lorsqu'on développe un anticorps, il va cibler une molécule particulière, et là on ne va pas avoir la même affinité pour ce même anticorps en fonction des variants qui sont analysés. Je reviendrai très brièvement sur cet aspect-là un petit peu plus tard. Pour la spécificité en termes de spectrométrie de masse, elle est excellente et assurée par le suivi des transitions ion parent, ion fils. En termes de niveau de couverture et de détection, pour l'ELISA, il est très bon. Bon à moyen pour la spectrométrie de masse, parce que là, la contrainte vient du fait qu'en spectrométrie de masse, on va rechercher des molécules individuelles. Toutefois, lorsque l'on a recours à une approche haute résolution, on a la possibilité, dans ce cas-là, de faire ce qu'on appelle du criblage de listes de suspects. Donc c'est une liste à la Prévert dans laquelle on va avoir l'ensemble des variants qui nous intéressent. On va comme ça pouvoir screener ces différents variants. Bon, je vais accélérer un petit peu. En termes d'analyse, rapidité d'analyse, c'est le cas de le dire, un petit peu plus en faveur de l'ELISA que de la spectrométrie de masse. Pour ce qui est des équipements, côté spectrométrie de masse, on est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd, et de même au niveau analytique, au niveau coût analytique, ça va se ressentir, puisque là on a besoin en spectrométrie de masse d'avoir accès à des réactifs, acheter l'équipement et puis une maintenance de cette instrumentation qui est un petit peu plus lourde. Ce qui fait que globalement, dernier point, le niveau de formation requis plus élevé là aussi dans le cadre de la spectrométrie de masse, ce qui fait que en termes d'analyse, on a plutôt tendance à avoir recours à l'ELISA, qui est encore un petit peu plus simple en termes de mise en action.
Alors cette slide, très rapidement, a pour fonction de montrer certains travaux qui ont été faits dans l'optique de comparer la spectrométrie de masse et l'ELISA pour l'analyse des microcystines. Donc les travaux de Burbeck en 2019 qui montrent qu'il y a des corrélations entre les résultats obtenus par ces deux mêmes méthodes, avec une meilleure corrélation en haute saison qu'en fin de saison. Alors plusieurs explications pour expliquer ces différences-là, mais plus globalement, les différences qu'il peut y avoir entre résultats LCMS et résultats ELISA viennent de ce qu'en ELISA, on utilise un anticorps qui va permettre de reconnaître un plus large éventail de molécules, alors qu'en spectrométrie de masse, on est sur de la reconnaissance de molécules bien particulières. En termes de sensibilité, eh bien, on peut avoir des limites de quantification un petit peu plus hautes quand même en ELISA qu'en chromatographie. Des effets matrices qui ne vont pas être les mêmes, qui vont être différents selon la typologie d'échantillon sur lequel on est, selon les molécules que l'on recherche également. Donc tous ces paramètres-là font qu'il peut y avoir des petites différences entre les résultats LCMS et ELISA. Mais globalement, ce que l'on observe, c'est que plus le profil toxinique est simple, meilleure sera la corrélation entre les deux résultats. Pour ce qui est de l'analyse des anatoxines, eh bien là, vrai challenge au niveau chromatographie liquide, puisqu'on est sur des petites molécules qui sont plus prônes aux effets matrices, avec bruit de fond plus important, donc difficulté de détection un petit peu plus notable. Comme ce sont de toutes petites molécules hydrophiles, elles vont être plus compliquées à séparer que les microcystines, par exemple, puisque là, on est sur de la chromatographie d'interaction hydrophile qui est un petit peu plus touchy que de la phase inverse utilisée pour les microcystines. Et puis, on a l'interférence de la phénylalanine qui est un composé isobare de l'anatoxine A. Et donc, ça nécessite, si l'on est en basse résolution, de pouvoir séparer ces molécules. Autrement, on ne peut pas faire de distinction entre l'anatoxine A et la phénylalanine. Et puis, enfin, ce qu'a mentionné tout à l'heure Christophe, le fait qu'il y ait une faible stabilité environnementale de l'anatoxine. Alors, un contexte normatif avec un certain nombre de normes qui concernent d'un côté l'analyse des microcystines au niveau européen et puis les documents, les méthodes de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis. Bon, je vais passer assez rapidement parce que ce sont des documents que vous connaissez. On a ce même contexte normatif pour ce qui est de l'approche ELISA. Et peut-être, pour terminer, revenir sur des petites prescriptions techniques qui découlent du rapport ANSES 2020 et qui sont reprises dans l'instruction de la DGS du 6 avril 2021. Qui veut que l'on privilégie l'utilisation de l'ELISA par rapport aux méthodes chromatographiques parce que ces méthodes existent commercialement. Alors généralement, on a un kit par toxine, sauf dans le cas des microcystines où là, on peut avoir différents kits disponibles. Et dans le cas du rapport ANSES, on préconise l'utilisation de kits anti-ADA parce que assurant un niveau de couverture un petit peu plus large que les autres kits ELISA ciblant les microcystines. Donc ce sont des méthodes un petit peu plus intégratives justement du fait des réactions croisées, plus rapides à mettre en œuvre avec un coût généralement un peu plus faible que les méthodes chimiques. Mais après, en termes de positionnement des laboratoires par rapport au choix analytique, il est fonction aussi d'autres éléments, la disponibilité de l'équipement in situ et puis services immunosérologiques aussi dans certains laboratoires qui vont privilégier l'approche ELISA. Donc en conclusion, on a des besoins croissants en matière
d'analyse, et ça reflète un petit peu les enjeux liés au dérèglement climatique. On a besoin d'être réactif du fait des enjeux sanitaires. Cadre analytique à renforcer, mais qui est là aussi tributaire des disponibilités, que ce soit en termes de kits ELISA, en termes d'étalons de toxines, pour pouvoir procéder aux analyses. Besoin de pouvoir asseoir la capacité des laboratoires à mettre en œuvre ces techniques au travers d'exercices interlaboratoires, d'exercices de comparaison interlaboratoires. Toujours la question de l'équivalence des méthodes ELISA versus la LCMS. Donc encore une fois, on a une bien meilleure correspondance lorsque le profil toxinique est relativement simple. Et puis enfin, nécessité d'harmoniser les protocoles concernant l'analyse des biofilms, et puis un renforcement nécessaire des accréditations et des agréments sur les eaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci bien, vous deux. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle là, déjà sur ces aspects-là d'analyse de cyanotoxines? Là-bas. Benjamin d'abord. Merci Ronel d'avoir insisté notamment sur l'importance de l'extraction, parce qu'on sait maintenant que les différentes espèces de cyanobactéries présentes dans les biofilms n'ont pas la même facilité à être lysées, extraites. Les Canadiens réfléchissaient à produire du matériel de référence. Est-ce que tu sais où ils en sont? Est-ce que ça existe? Et s'ils ne l'ont pas fait, est-ce qu'il faudrait qu'on s'y mette? Concernant les biofilms de manière spécifique? Exactement. Alors, non, je n'ai pas d'éléments d'info là-dessus. C'est vrai qu'ils travaillent sur des matériaux de référence, mais pour matrices un petit peu plus complexes, moules notamment, voilà, de ce type-là. Mais effectivement, concernant des biofilms, je n'ai pas d'infos. Peut-être que d'autres dans la salle en auraient, mais moi pas, non. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ce sont des matériaux qui sont très importants puisqu'ils permettent de valider les performances analytiques en amont avant de pouvoir analyser utiliser ces mêmes méthodes sur le terrain. Alors, sur l'analyse de toxines, on n'en a fait que 2 sur le TEC, mais je me suis assez cassé la tête sur la représentativité des résultats par rapport à on prend un petit bout de biofilm, on va mesurer. Effectivement, à un moment donné, on a détecté une anatoxine et en communication avec le laboratoire, en fait, on s'est dit, à partir du moment où on trouve de l'anatoxine, ça veut dire que la cyanobactérie est toxinogène, mais comment évaluer le risque dans un milieu qui est une rivière courante, la persistance de cette molécule dans cette eau, c'est beaucoup de... je ramène à l'opérationnel, encore une fois, je reconnais tous vos travaux, c'est très bien, mais sur le terrain, comment on arrive à statuer d'un risque qui en plus n'est pas réglementé, comment on peut au mieux accompagner les communes et les aider à justifier des mesures qui ne sont pas forcément très bien acceptées par le public non plus. Donc voilà, sur ces anatoxines, comment interpréter les résultats? Quand est-ce qu'il y a danger? En fait, là, on va rejoindre le logigramme et l'instruction de 2021. On est effectivement sur quelque chose qui est purement binaire, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'absence de l'anatoxine avérée, et dès lors qu'on en a, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un débat pour le fait de savoir si on doit les bancariser en qualitatif, en quantitatif. La priorité pour respecter les modalités de gestion, c'est bien du qualitatif, et dès lors qu'on détecte de l'anatoxine dans du biofilm, on considère que la situation n'est pas acceptable en termes de risque sanitaire. Petite précision, par rapport à l'échantillonnage, ça a été abordé dans la présentation tout à l'heure. C'est vrai qu'en termes de représentativité, justement, pour essayer de tenir compte de ces aspects-là, il y a la nécessité d'intégrer 3 biofilms et puis d'essayer d'être le plus
plus en adéquation et au plus près des réalités terrain et des difficultés en termes de représentation, mais ça ne reste qu'un vœu pieux et on essaie de s'améliorer, mais on tient compte aussi des difficultés que ça représente au niveau analytique, etc. Juste un point par rapport au côté qualitatif ou quantitatif, j'entends bien que le qualitatif pourrait être suffisant puisque on est à la LQ pour déterminer, pour décréter une action de gestion. Mais moi je vois au-delà, c'est-à-dire que quand on voudra se pencher sur la révision de possibles modes de surveillance, risques, etc., l'intérêt d'avoir bancarisé au sein de CISO des données quantitatives ne pourra que nous aider à être plus pertinents, voire à peut-être être moins sévères. Il ne faut pas désespérer, on n'a pas toujours que plus sévère que ce qu'on avait avant. Et je trouve que c'est de toute l'importance, une fois de plus, d'avoir bancarisé des données de qualité, donc de faire des efforts sur les méthodes analytiques, leur homogénéisation, leur comparabilité, etc., de l'échantillonnage jusqu'au résultat. Si on dit ça à quelqu'un qui vient de perdre son chien au bord de l'eau ou qui a été intoxiqué, dans le cas moins grave heureusement pour les êtres humains, eux ils vont trouver que de toute façon le coût il n'est jamais suffisant même. Donc j'entends, hein, c'est une vérité, le gestionnaire il va toujours dire mais ça nous coûte très cher de devoir analyser, mais c'est pour le bien collectif et la surveillance collective, donc oui. Donc, je crois qu'il y avait effectivement, pour répondre à Christophe, il est prévu, je crois, l'échange de cet été, de pouvoir bancariser en quantitatif, puisque c'est une info complémentaire, même si elle n'est pas décisionnelle, mais une info complémentaire qui pourra être utilisée a posteriori. Et juste un dernier petit complément, on est bavard, concernant le fait que pour les anatoxines ce soit limite de détection, ça tient au fait qu'on n'a pas de valeur toxicologique de référence pour l'instant. Donc, alors, non, c'est pas tellement la difficulté de la quantifier, c'est plus qu'on a besoin d'avoir des études toxicologiques menées nous permettant d'évaluer ce potentiel toxique et pouvoir ensuite en tirer des informations et notamment rentrer ces informations-là pour faire de l'évaluation des risques et savoir quels sont les seuils qu'il faudrait que l'on applique pour pouvoir protéger les populations. Une question là-haut, du coup. Merci. Thomas Brenig, directeur du syndicat de la vallée de la Lèze en Haute-Garonne et Ariège. Alors vous avez commencé un peu à y répondre. Hein. Ma question, c'était sur les différents compartiments entre biofilm, floc, puis finalement les prélèvements de la colonne d'eau. Est-ce que finalement on retrouve des informations comparables ou est-ce qu'on a intérêt à prélever sur différents compartiments pour avoir une idée de ce qui se passe? Je vous expliquerai cet après-midi hein, le point de vue d'un gestionnaire sur un territoire où on se pose ces questions-là. On a l'impression parfois que les mesures qui sont réalisées ne corroborent pas les observations visuelles du cours d'eau. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on va retrouver la même chose quand on fait un prélèvement dans la colonne d'eau ou quand on fait un prélèvement dans les flocs ou dans les biofilms? Que répondre avec une réponse de Normand, mais qui reprendra peut-être un peu les termes des propos des collègues du Bureau de la qualité des eaux, c'est qu'on est vraiment preneur des retours d'expérience, parce que sur ce sujet des benthiques, on est effectivement au balbutiement, donc en fait, tous ces partages de retours d'expérience pourront alimenter aussi des recommandations, des bonnes pratiques, mais aujourd'hui, à titre personnel, en tout cas, je n'ai pas de retour d'expérience suffisant pour répondre à cette question précise. Alors, un petit complément d'information. En fait, c'est vrai que dans le cas des benthiques, on est confronté justement à la capacité qu'ils ont à passer d'un stade benthique à un stade planctonique. Et en ça, c'est vrai que c'est compliqué de savoir quel est le compartiment qu'il faudrait échantillonner pour avoir une vraie représentativité en termes de toxicité. Je vais faire l'analogie avec Ostreopsis. Alors là, on sort du cadre d'Ulticol puisque c'est le milieu marin, mais il y a un groupe de travail qui a planché sur justement la question Ostreopsis au niveau du Pays Basque. Et en matière de recommandations pour le prélèvement, ça a été de dire, eh bien, puisqu'on est conscient de ces phases transitoires, ce qu'on va recommander, c'est
des prélèvements à différents moments de la journée pour tenir compte justement du côté benthique et du côté planctonique de ces espèces et essayer d'avoir quelque chose qui serait un petit peu plus intégratif qu'en ne faisant qu'un prélèvement à un stade simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là dans la salle? Sinon, Émilie, du coup, si tu as des choses qui reviennent. Qui reviennent de manière générale. Alors là, il y a une question d'une personne qui s'interrogeait sur la contamination chronique de bovins qui pouvaient s'abreuver dans des petits lacs, enfin en tout cas des petites réserves d'eau, et qui avait présenté différents symptômes. Alors il y avait deux questions. Il demande s'il y a des études sur les effets chroniques chez les bovins. Donc, pas à ma connaissance, hein, sur des mammifères oui, mais beaucoup plus petits. Non, pas à ma connaissance non plus. Puis la difficulté vient de ce qu'on est sur des molécules qui ont une toxicité aiguë. Et donc on va s'intéresser du fait de cette toxicité-là et du fait du risque pour le consommateur à une potentialité aiguë et non pas chronique. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'éléments d'information concernant un potentiel et après, chronique. les cyanobactéries peuvent aussi produire d'autres molécules qui pourraient être responsables des effets chroniques. Et donc, il demande aussi s'il y a des ressources croissantes pour des analyses vétérinaires et des liens en fait entre le suivi des communautés benthiques ou planctoniques et des données issues des vétérinaires, en fait, des données d'intoxication. Là encore une fois, à ma connaissance, non. On peut avoir eu des retours d'informations de la part de vétérinaires sur des cas bien spécifiques liés à des mortalités de chiens, mais rien de systématique et de suivi. Mais il y a effectivement un intérêt en cela, oui. On revient un petit peu en arrière sur les questions de ce matin. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'il existe une liste des laboratoires agréés pour l'analyse des toxines? Oui, elle est disponible sur le site de l'ANSES. Donc effectivement, la liste des laboratoires agréés avec leur portée d'agrément est disponible sur le site de l'ANSES. Ouais.